Mesdames, Messieurs, bonsoir. Guy Cloutier lui a volé son enfance. Il lui a imposé le silence. Elle vient tout juste de retrouver le droit de parler. Nathalie Simard, bonsoir. Bonsoir, M. Arcan. J'imagine que vous êtes maintenant heureuse de pouvoir dire les choses, enfin pouvoir parler. C'est sûr que ça fait énormément de bien. Après 25 ans de silence, ça fait du bien de pouvoir partager mon vécu. On va parler de ce que vous avez justement vécu pendant toutes ces années, mais la première question, qu'est-ce qui vous a décidé un jour de porter plainte, d'aller voir la police et de dire ce que Cloutier vous avait fait? J'en pouvais plus. Plus ma vie avançait, plus c'était un cul-de-sac. Ma fille a fait en sorte que ça a réveillé beaucoup de choses en moi. Dans quel sens? Dans le sens de voir son petit corps d'enfant, de la voir sortir de son bain et de m'imaginer toutes les paroles et les gestes qu'il pouvait poser sur moi, alors qu'elle est si petite et j'étais petite. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Je ne l'ai jamais accepté non plus. Le contexte dans lequel je vivais était très difficile, vu que ça impliquait 2 personnes très publiques, connues. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment pas facile. Parce qu'on ne veut pas briser des vies. Dès le début, c'était « si tu parles, tu vas briser des vies ». Il m'a déjà pris à la gorge, me disant « t'es à moi, tu m'appartiens ». Me tenant les bras comme ça, je criais. Ça, vous aviez quel âge à ce moment-là quand il faisait ça? La première fois qu'il m'a dit que j'allais briser des vies, j'avais 11 ans. Si on se réfère à l'enquête policière, là, tous les dates, c'est 11 ans. Et là où il m'a pris à la gorge, j'avais 14 ans, 13-14 ans à peu près. Parce que quoi, il avait peur que vous le disiez à quelqu'un? Il avait... Ah oui, il avait peur. Il avait peur que je parle à quelqu'un parce qu'il avait vu que j'avais un petit béguin pour un agent de sécurité qui travaillait dans mon environnement. Et ça l'avait fait craquer complètement. Ça a commencé à 11 ans. La première fois qu'il vous a agressé, c'était à 11 ans. Oui. Ça s'est passé dans une auto, ce qu'on a vu. Dans une voiture, exactement. Et ça a été, déjà, dès le départ, il y avait quelque chose qui vous paraissait pas normal dans ce comportement-là. Des fois, il y a des enfants qui ont été abusés qui disent « on ne le savait pas, c'est après qu'on a compris que c'était pas correct ». Non, mais l'autorité, de voir qu'on admire quelqu'un et que là, la personne est à côté de nous, puis là, pose des gestes comme ça, en tant qu'enfant, là, moi, je me souviens là, très bien de ce moment-là. Et je savais pas comment réagir, j'avais peur de le décevoir parce que déjà, j'avais déjà commencé mon travail. Il ne faut pas oublier que non seulement il m'a agressé sexuellement, mais c'était mon gérant. Et le milieu du show business, les gens qui le connaissent, c'est très angoissant, surtout quand on est enfant, qu'on doit performer. Et surtout, il était très, très difficile, très dur. C'est sûr qu'il faut être difficile dans ce métier-là. On doit apprendre sur le coup, mais il y a une façon de dire les choses. Et je reviens à cet événement-là, le premier. Quand vous dites, quand il vous touche, vous le touchez, ou peu importe ce qui se passe, est-ce que vous lui dites, ça n'a pas de sens? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est sûr qu'il est arrivé quelques reprises où je lui ai dit, non, je veux pas. Puis qu'est-ce qu'il disait? Bien, il disait, mais là, tu veux-tu ou tu veux pas? Alors, c'était comme ça. Puis, alors là, je figeais, puis je disais, bien, OK. C'était comme ça. C'était un pattern que je connaissais. C'était comme ça. Dans ce qui a été dit au procès, la preuve qui a été présentée, ce que vous avez amené, vous, comme témoignage, c'est de l'âge de 11 ans jusqu'à quoi? La majorité, à peu près? Oui. Hein? Sur une base régulière. Oui. Fréquent. Oui. Pour vous, fréquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est difficile à définir, là, mais on parle de 1, 2, des fois 3 par semaine, 3 fois par semaine. Des fois peut-être plus, mais c'est difficile il y en a tellement eu que c'est difficile de quantifier les agressions que j'ai vécues. C'est difficile. Ça veut dire, donc, ça se passait partout. Dans l'auto? Oui. Dans sa voiture, dans les hôtels, dans son condo à l'île des Sœurs, à son chalet dans le nord, à Sainte-Adèle. C'est déjà même arrivé lors d'un voyage. À 2 reprises. On parle d'un voyage au Mexique, là. Oui, c'est déjà arrivé à 2 reprises. Et les tournées aussi. Mais c'est plus qu'une, 2, 3 fois. C'était tout le temps. Je veux dire, c'était un pattern, c'était un mode de vie. Oui. C'est difficile. Et est-ce qu'il y a
toujours de l'agressivité, pas d'agressivité, il tente de vous séduire, il essaie de vous dire que c'est normal. Comment ça se passe? Comment il vous approche, finalement? Bien, dès qu'on est seul, il en profitait. Tout de suite? Dès qu'on était seul, c'était, bon, on partait en auto, à un moment donné, bon, ça se passait. Alors, c'était un pattern que je connaissais. OK. Je ne veux pas aller dans les détails, et vous non plus, je pense que c'est pas nécessaire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tous les gestes sexuels, il les a posés sur vous, Ah oui, tout à fait. de A à Z. De A à Z. Il me disait qu'il allait tout m'apprendre sur la sexualité. Il devenait votre prof. Oui. Est-ce qu'il y a des événements, mis à part la première fois, qui ont été plus marquants que d'autres pour vous? Est-ce qu'il y a des agressions, des gestes qu'il a posés sur vous qui vous sont restés plus en tête? Bien, c'est sûr. Bon, la première fois, Oui. c'est sûr que ça m'a marqué parce que je me demandais qu'est-ce qui se passait et qu'il m'avait dit que si je parlais, j'allais briser des vies. Donc, dès la première fois, j'avais la culpabilité en moi. Donc, je ne savais vraiment pas où me placer. J'étais très mal à l'aise dans ça. L'autre fois qui m'a marqué beaucoup, c'est quand il m'a pris à la gorge, qu'il m'a serré les bras. Et juste avant aussi, la première agression complète. Ça, ça s'est passé pas très longtemps après la première agression. Et ça a été un moment que je vais me souvenir toute ma vie, ça. C'est comme tous les autres, mais celle-là en particulier, c'était... je voulais pas, je pleurais en silence. Je disais non, je veux pas, je veux pas. Puis il disait chut, chut, chut. Et il faisait ce qu'il avait à faire. Il faisait ce qu'il avait à faire et j'avais pas un mot à dire. Et après, qu'est-ce qu'il vous disait? Après, absolument rien. Il quittait. C'était le silence. Puis moi, je pleurais. Puis en vous voyant pleurer, il y avait quoi? Aucune réaction? Aucune. Il s'était soulagé. C'est un peu comme ça qu'on peut... Oui. Oui, ah oui. La fréquence, je dirais, le mode de vie qui vous a imposé amène plusieurs questions. La première, pourquoi ne pas le dire avant? Pourquoi avoir attendu il y a quelques années pour le dire? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans, de dire à quelqu'un, « Hey, il me fait ça. » Mais j'avais peur des répercussions. Une fois, il m'avait dit, si tu brises le silence, si tu le dis à qui que ce soit, il m'avait même dit une fois, je me souviens, on n'était pas très loin de son bureau, dans sa voiture, il dit, tu pourrais peut-être même aller en prison. Il dit, ta carrière va être finie, celle de ton frère va être finie, toute votre famille, vous allez vous retrouver dans la rue, puis moi, je vais rentrer en prison, puis je ne serai plus là pour vous aider. C'est un peu comme un sauveur. Donc, moi, je me disais, si moi, je parle, je vais faire en sorte que toutes nos vies vont se détruire du jour au lendemain. Alors, les crimes qu'il a posés sur moi, je les ai gardés longtemps à cause de ça. Le contexte public. Avez-vous été tenté avant d'aller voir quelqu'un de confiance, des policiers, avant la... J'ai toujours eu peur des policiers, la justice. En tant que victime, on ne sait vraiment pas dans quoi on s'embarque, là. C'est vraiment un gros trou noir. Mais Nathalie, ça veut dire là, que dans votre vie, oui. Il n'y a personne en qui vous aviez assez confiance pour le dire? Non. Autour de vous? Oh non, j'avais trop peur. OK. J'avais trop peur. Là, les gens nous regardent. Votre mère, vos parents, ils se disent, où étaient vos parents? Oui. Ils étaient où? Bien, mes parents avaient la confiance en Guy Cloutier aussi. C'est un délinquant, mais c'est un délinquant qui savait très bien ce qu'il faisait et qui était très bien capable d'enjôler les gens et de faire croire autre chose. Mais en ce qui concerne Guy Cloutier, il y a un côté de médaille qui est moins drôle. Mais ça vous tentait pas d'aller voir votre mère et dire, « Maman, c'est pas ce qu'il m'a fait. » Non, j'avais peur. C'était la culpabilité qui était là. J'avais peur, c'était de ma faute. Dès la première agression, c'était de ma faute. Donc, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On parle pas de ça. C'est grave, là. C'est grave. OK. Donc, il n'y a personne autour de vous, de votre famille, de votre entourage. Il n'y a personne à qui vous aviez assez confiance pour lui dire, « Regarde, voici ce qu'il me fait. » Non. Oh non, j'avais trop peur de lui. L'emprise était très, très forte. Et ça a duré jusqu'au moment où vous l'avez déclaré aux policiers pour une première fois. Oui. OK, on va s'arrêter pour une pause. Et on revient tout de suite avec notre invitée ce soir, Nathalie Simard.
Cette semaine, procurez-vous 7 jours, le seul magazine qui a rencontré Nathalie Simard. 18 pages de reportages avec entrevues et photos exclusives. Tout sur l'enfer qu'elle a vécu avec Guy Cloutier, son courage, sa nouvelle vie, ses espoirs. 7 jours, votre magazine, en vente partout. Notre invitée ce soir, Nathalie Simard. Nathalie, on parlait avant la pause, incapable de le dire à sa mère, se sentait déjà coupable. Claudine Bachand, qui était toujours avec vous, collée avec vous, pas capable de lui dire non plus. Non. Non. De ne pas le dire, c'est une chose. Mais les gens autour de vous auraient pu remarquer quelque chose. On a de la misère à dire Nathalie Simard, tourner l'équipe autour d'elle, Claudine Bachand, sa mère, les membres de sa famille, qu'il n'y a pas personne qui a dit hey, il se passe quelque chose avec Nathalie. C'est sûr que quand les gens après l'ont su, il y a certaines des personnes proches de moi ou que j'ai revues après la dénonciation qui me disaient on se sent coupable, on s'est jamais rendu compte de rien. J'ai une amie à moi qui dit j'en reviens pas. Je suis allée avec toi dans le Nord, puis j'ai jamais rien vu. Les gens se sentent énormément coupables de ça. Votre mère, comment est ça? Ma mère, elle trouve que j'ai beaucoup de courage d'avoir enduré. Elle se demande comment j'ai fait pour endurer ça aussi longtemps. Avez-vous l'impression qu'elle vous a abandonné aux mains de Guy Cloutier? Tu sais, parce qu'il aidait la famille. Écoutez, déjà, Guy Cloutier s'occupait de la carrière de René, donc il y avait déjà une confiance d'établi. Ça s'est poursuivi, c'est de fil en aiguille. Et ma mère, j'ai pas grand-chose à dire à ce sujet-là parce que elle ne le savait pas. C'est une personne, c'est une sainte, ma mère. C'est une personne qui est trop bonne, qui fait confiance trop facilement, c'est pas de sa faute, c'est pas... Non, je dis pas que c'est de sa faute. Non, je sais que c'est difficile parce que souvent les gens ont pointé mes parents. Ils ont dit... Mon père, bon, il est alcoolique, il était tassé de la famille très, très jeune parce que Guy Cloutier disait que c'était pas une bonne influence pour nous autres. Donc... Quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Cloutier a tassé votre père parce qu'il était alcoolique? Voilà. Mais tassé dans quel sens? Ben, tassé. Il a dit, bon, il faut qu'il s'en aille de chez vous. C'est pas une bonne influence pour vous autres. Il prend un coup plutôt que de l'aider. C'était plus facile pour lui de le tasser. Donc, toutes les personnes qui étaient menaçantes autour de lui, il les tassait. Autant mes frères que mes sœurs. Donc, on a tassé la famille. Voilà. Mais ça veut dire qu'il contrôlait votre vie de A à Z, là? Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la réalité, là. Mais ça, c'est votre vie professionnelle? Professionnelle. Votre vie privée? Privée. Puis votre vie sexuelle? Oui. Contrôlait tout ça? Oui. Il vous a sorti de l'école en secondaire 2? Oui. Ça, c'était sa décision? Bien, c'était sa décision. Oui, c'est sûr, en quelque sorte. Je veux dire, il agissait un peu comme un père pour moi. C'était difficile pour moi parce que je travaillais excessivement fort. Donc, je peux passer 2 semaines sans aller à l'école. Quand je retournais à l'école, c'était difficile pour moi de suivre. Et je me faisais aussi dire toutes sortes de choses. Je me faisais écœurer, comme tous les enfants peuvent se faire écœurer à l'école. C'est normal, ça. Mais un enfant, moi, ma fille me dirait, « Maman, je me fais écœurer à l'école, je veux que tu me sortes de l'école. » Non! Tu vas rester à l'école, c'est important, l'école. OK. Mais en résumé, là, il n'y a personne qui n'a rien vu autour de vous. Il n'y a personne qui était au courant de ce qu'il faisait. Non. Mais comment quelqu'un peut abuser aussi souvent, aussi longtemps, partout, dans les autos, dans le chalet, chez lui? Vous dites, c'est vous, c'est en tout cas au procès, on a dans la preuve, que sa femme dormait à côté, dans la pièce à côté. Sa femme est là, puis il est en train de vous agresser. Puis elle l'a pas su, hein? Écoutez, il faudrait lui demander. Moi, je ne parlais pensez? pas. Mais qu'est-ce que j'en pense? C'est sûr que, ayant vécu ça, Pensez-vous qu'elle savait? je peux pas répondre à sa place. Votre cœur, il dit quoi? Il me dit que non. Sincèrement? Vous avez un doute, en tout cas. C'est difficile de répondre à ça. C'est difficile de répondre à cette question-là. Je Elle vais est couchée là, puis il est en train de violer une petite fille à côté, qu'elle connaît très bien. Puis elle n'entend rien, puis elle voit rien, puis elle ne sait pas ce qui se passe. Dur à croire. C'est un fait. C'est un fait, mais que voulez-vous?
OK. Je suis pas dans cette personne-là. Je peux pas parler à sa place. OK. Il est déjà arrivé qu'il vous agresse au chalet ou ailleurs, alors que ses 2 filles étaient là, dans le même endroit. Oui, c'est arrivé. Souvent? Souvent, je dirais peut-être... c'est difficile de mettre un chiffre sur ça. OK. Mais ça veut dire quoi? Les filles étaient couchées dans leur chambre, la femme de Guy Cloutier dormait, puis il vous agressait... Ben moi, quand les filles étaient là, je dormais dans le salon. Donc, c'était assez loin, là, comme distance. Fait quoi, il passait dans la nuit? Oui. C'était toujours dans la nuit, à moins quand c'était dans le milieu du travail, dans les voitures pour aller à un contrat ou quand on était quelque part à Québec dans un hôtel ou... Dès qu'il y avait une chance, hein? C'est ça? Oui. Avec vous? Oui. Il en profitait tout de suite. Oui. Est-ce qu'il était en état d'ébriété quand il faisait ça? Est-ce qu'il faisait ça à jeun, conscient ou pacté? Je dirais que ça pouvait être à jeun et ça pouvait être pacté aussi. OK. Donc, personne ne le sait dans l'entourage, personne détecte, remarque. Normalement, on est supposé voir des changements. Quelqu'un qui est victime d'agression, son attitude change. Vous, votre attitude avait changé, j'imagine. Après, là, Ben, c'est une sûr petite fille que- de 10 ans qui commence une carrière, puis que ça va bien à 11 ans, boum, arrive ça, puis ça, tout le temps, votre tempérament, ça a dû changer. Ah, c'est sûr que aujourd'hui, maintenant que les gens le savent, mon entourage me disent, des fois, Je on vais trouvait... poser, oui. Oui. Non, je veux dire, vous poser une question plus directe. Est-ce que vous voulez protéger des gens? Ça se peut. Les gens, vous dites, ils savaient très bien, ils l'ont pas fait, mais j'ai pas envie. Non, non, Vous voulez pas protéger personne. non, non, je veux pas protéger personne. OK. C'est sincère. C'est sincère? Oui. Est-ce que vous avez tout dit à la police? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas racontées ou qui étaient peut-être plus difficiles à prouver? Ou si vous avez vraiment tout dit? J'ai tout dit à la police. C'était un besoin pour moi de vivre dans la vérité. OK. Il y a des questions que les auditeurs, téléspectateurs se posent, en fait. Je vous les pose. D'abord, le fait d'accepter de l'argent. Ouais. Parlons-en. Est-ce que il n'y a pas, finalement, acheté votre silence? Il vous paye, Nathalie, parle pas, là, le chèque. Je dois dire que je n'ai jamais fait de menace à Guy Cloutier en lui disant « Si tu me donnes pas de l'argent, je te dénonce ». J'avais trop peur de lui et je ne suis pas une personne comme ça. Je suis pas une personne méchante. J'étais sous son emprise. Quand il a commencé à m'aider financièrement, j'avais vraiment de gros problèmes financiers et ça n'allait pas bien avec mon ex-mari. Et à ce moment-là, il me dit « Regarde, Nathalie, t'es plus heureuse. Va-t'en, je m'occupe du reste. » Alors, c'est ce que j'ai fait. Parce que j'en pouvais plus non plus de cette situation-là et je voulais que ma fille soit heureuse. Mais est-ce que ça se peut que ça ait retardé la dénonciation? Le fait qu'il paye. Si vous n'avez pas donné de l'argent, s'il n'avait pas assuré un certain revenu, vous l'auriez peut-être dit Parce plus que vite. moi, quand je lui demandais l'argent, je lui demandais du travail parce que j'avais confiance en lui. C'était lui qui m'avait toujours apporté du travail depuis que j'avais 9 ans. Alors, lui m'aidait, mais moi, j'avais dans mon cœur et dans mon esprit une conviction que j'allais travailler, que j'allais le rembourser. Mais lui a sorti ça d'une autre façon pour lui se remonter et de dire à ses amis, ben c'est du chantage qu'elle fait, alors que je n'ai jamais fait de chantage. Je suis pas comme ça. J'avais trop peur de lui. Et lui, il payait pourquoi? Parce qu'il voulait m'aider, puis il me disait, attends, je vais parler à du monde, on va essayer de te trouver du travail, ou soit qu'il me disait, t'es grosse, ça n'a pas de bon sens. Quand les agressions ont cessé, là, ça s'est poursuivi, mais d'une autre façon. Verbale. Manipulation, verbale. Il m'a déjà appelé aux petites heures du matin, là, alors que j'étais grosse comme ça. Je pesais 120 livres. Là. Et il me dit, je viens de voir le front page, là. Puis je veux juste, fais-toi pas d'idée, là. T'as juste l'air mince, mais tu l'es pas. Ça a été... Et même, il a commencé à me dire que j'avais des problèmes de poids à l'âge prépubère. Je me souviens, il y a la pochette de disques, les petits toutous roses. Les gens vont sûrement s'en souvenir, là. J'avais une face ronde, mais c'est normal. J'étais en changement. Ma fille est en plein changement, là, en ce moment.
Et il vous disait ça? Il me disait que, ouais, là, il va falloir que tu fasses attention à ton poids, tu commences à grossir, puis ça a toujours été ça. Mais quand on se retrouvait toute seule, il manquait pas de me dire que j'avais... Il y avait quoi? J'avais un beau petit cul. Excusez-moi l'expression, mais c'est ses paroles. Il vous disait ça? Oui. On va s'arrêter pour une pause. Et on vient avec notre invitée, Nathalie Simard. Notre invitée ce soir, Nathalie Simard, on disait avant la pause, donc, qu'il y a eu cette violence verbale, des insultes, même après les agressions. Ça s'est transformé plus en attaque verbale qu'autre chose. Oui. Ouais. Donc, il vous a donné, on dit $1 million de dollars. Ouais. C'est à peu près ça? Oui. Même moi, j'ai fait un saut quand ils ont sorti les chiffres à l'enquête. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Ils disaient, « Hey, Nathalie, tu as eu ton million, là. Laissez donc tranquille. » Il y a des gens qui disent ça, là. Oui, oui. Je l'entends. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Ah, bien, écoutez, premièrement, ça s'est jamais fait dans le contexte que les gens pensent, là, que j'ai fait du chantage. Je n'ai jamais fait de chantage, je le répète. Et ça ne m'atteint pas. Parce que les gens ne savent pas, ne connaissent pas le contexte. Maintenant, vous allez le connaître plus. Et les gens ne savaient pas comment ça se passait. Qu'est-ce que les gens devraient savoir? De la face qui me promettait du travail, qui me disait ça n'a pas de bon sens que tu ne travailles pas. Là, j'ai parlé à un tel, il me nommait des noms importants. Un tel, là, c'est difficile, tu sais, là, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on te trouve du travail. Et moi, j'avais besoin de m'accomplir en tant qu'être humain. De me faire donner de l'argent comme ça, là. Il n'y a rien de valorisant pour un être humain. J'avais besoin de m'accomplir depuis que j'étais toute petite, là, que je travaillais, que j'avais appris à travailler, à m'extérioriser. Ça m'a aidé, mon travail, en quelque sorte, à passer au travers, ça aussi. Mais là, tout d'un coup, pouf, tout arrête, puis là, je peux plus travailler. J'ai plus le physique de l'emploi. Je lui ai demandé de travailler à son bureau. Ça, c'est la dernière fois où il s'est masturbé devant moi, en 2001. Il est arrivé chez moi aux petites heures du matin, puis moi, je voulais tellement travailler. Puis là, je me dis, bon, j'ai plus le physique de l'emploi, mais au moins, je vais pouvoir travailler au bureau. J'ai de l'expérience. Je connais le métier. Je pourrais faire autre chose, mais derrière les caméras, j'avais besoin de travailler, de donner un exemple à ma fille. Il m'empêchait de le faire. Je me disais, si Guy Cloutier ne peut pas me trouver de travail, qu'est-ce que je vais faire? Et pour moi, dénoncer, c'était impossible. C'était sa parole contre la mienne. J'avais excessivement peur. Et là, on est en 2001. Il est allé chez vous pour quelle raison? Il est arrivé... Bien, parce que c'est quand j'habitais à Sainte-Thérèse. Parce que j'avais demandé, j'aimerais ça te voir pour qu'on puisse... J'ai pensé à quelque chose, je voudrais travailler, puis j'ai une idée. Il dit, c'est correct, il dit, je vais aller te voir, puis il dit, on va discuter de tout ça. Puis, alors, moi, j'étais contente d'arriver avec cette idée-là. Je dis, je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir me changer les idées, parce que j'étais constamment à ne rien faire. C'était difficile, toujours connu. Tu vas faire ton épicerie, les gens te demandent. Puis on ne te voit plus. Comment ça qu'on ne te voit plus? Ça gruge en dedans, ça. C'est difficile de dire, bien, regardez, je peux pas, je veux travailler. Il s'est masturbé devant vous pendant que vous parliez de ça? Non, avant de partir. Avant de partir? Oui. Il a levé mon chandail. J'ai dit, je veux pas. Ma fille dormait à côté. Il dit, je veux pas. J'ai dit, je veux pas. Et là, il a levé mon chandail. Et là, il s'est masturbé, puis il est sorti en disant, je vais penser à ça. Mais ça ne vous tentait pas, avec tout ce qu'il vous avait fait, de couper les liens, de couper les ponts, de dire, regarde, je ne veux plus le voir de ma vie, pas pour l'appeler, je pas... Ah, tout à fait. C'est ce qui est arrivé. Après? Oui. OK. Quand lui prétend que vous aviez demandé un gros montant, là, 2 millions. Non. En disant, donne-moi 2 millions, je ne parle pas. Non. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Jamais? Jamais. OK. Quand vous êtes allé voir les policiers et qu'on vous a proposé d'installer un body pack, comme on dit dans le langage des policiers, pour qu'il y ait de l'écoute électronique, et on vous a demandé de vous prête à demander à Cloutier d'aller chez vous et de faire en sorte qu'il fasse des déclarations. On a entendu, évidemment, des extraits de ça, mais parlez-moi de cette rencontre-là. Vous, quel souvenir vous en gardez? C'était un grand moment dans ma vie, un grand moment de stress. Je dois dire que avant de dénoncer, je savais pas dans quoi je m'embarquais. J'avais énormément peur des autorités de la police. En tant que victime, on s'imagine qu'on est seul dans notre monde,
qu'est-ce qui va arriver si je parle après? Qu'est-ce qui arrive après et pendant? Et donc, à ma grande surprise, ben, j'ai réalisé qu'il y avait... Il y a 2 grands hommes qui sont arrivés, des enquêteurs, et qui ont été extraordinaires. Et c'est la peur de passer pour une folle aussi quand on dénonce, on appelle la police. Déjà, on a peur de la police, mais on a peur que la police ne nous croie pas. Ça, c'est une des plus grandes peurs qui existe. Mais quand vous invitez Cloutier chez vous... Oui, là... et c'est ça. Là, eux, ils sont arrivés, ils ont dit, regarde, est-ce que tu es prête à le rencontrer? J'ai dit, n'importe quand vous voulez, je suis prête. Ils ont dit, OK. Alors là, ils m'ont fait signer quelque chose, tout ça. Tout était approuvé avant, hein? Et c'est ça. Quand il est arrivé chez moi, ben c'est ça. J'avais aucun body pack sur moi, là. J'avais absolument rien sur mon corps. C'était des micros qui étaient placés? C'est un travail vraiment de professionnel. Est-ce qu'il y a des policiers dans la maison? Il y avait 2 policiers. Au cas où? Oui. OK. Et donc, l'histoire de la télécommande, c'est quoi? Il m'a déjà fait une agression avec une télécommande. Agression sexuelle? Oui. Il a essayé, là. Ouais. Ça n'a pas marché. C'est ça. OK. Mais il a utilisé... Quand il dit, dans cette conversation, je reviens à cette conversation chez vous, là, Oui. et il dit à un moment donné... pensez-vous qu'il regrette à ce moment-là? En fait, c'est ça la question. Pensez-vous qu'il y a des remords de ce qu'il vous a fait? Non, je pense qu'il a peur pour sa vie. Il a peur que sa vie soit détruite. Ça, c'est clair, parce que des remords, il aurait dû en avoir après la première agression et même ne jamais avoir commis une agression sur une enfant. Est-ce qu'il s'est déjà excusé? Ça a duré 7 ans de temps. Est-ce qu'il s'est déjà excusé? S'excuser. Auprès de vous? Ben, c'est sûr qu'il s'est excusé. C'est sûr qu'il dit « je m'en veux, je m'en veux ». Il ne faut pas que tu parles de ça aux psychologues. Ils vont dire que la vie de la petite Simard, c'est pas rose pantoute, puis qu'il dit « c'est épouvantable, qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis un monstre ». Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, il sentait que... Mais il disait ça pourquoi? Parce qu'il avait peur à sa peau? Parce qu'il avait peur. Il avait peur parce que j'avais changé aussi d'attitude. J'étais plus la même personne. Là. À un moment donné, j'ai dit « j'en pouvais plus, là ». Là, j'avais dénoncé aux policiers. Pensez-vous... D'abord, est-ce que vous avez cru qu'il plaiderait coupable aussi vite que ça, que vous n'auriez pas donc à témoigner, que dès la comparution... Je n'ai jamais rien pris pour acquis. Jamais. Quand vous l'avez vu en cours, comment vous vous sentiez? J'étais fière de moi. Je l'ai ignoré. J'avais pas besoin de le regarder. C'était une délivrance, vraiment une délivrance. Pensez-vous aujourd'hui, avec la prison et tout ça, pensez-vous qu'il regrette, qu'il prend conscience de ce qu'il vous a fait? Bien, écoutez... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ces remords, je n'y crois pas. Parce qu'il aurait dû en avoir bien avant. Même jamais avoir de remords dans sa vie. La sentence, assez, passée? Moi, je pense qu'il n'y a pas une sentence qui va me redonner ma vie de petite fille. Il n'y a rien qui peut acheter ça. Cela dit, il y a une justice. Et ça, j'en suis très fière. Il est en prison maintenant. Et je suis très contente du travail des policiers, du procureur de la Couronne. Et bien sûr, du jugement de M. le juge sans façon. Mais est-ce que vous auriez souhaité que ça soit encore plus long? C'est sûr, mais il aurait donné 25 ans. Est-ce que ça m'aurait redonné, moi, ce que j'ai perdu, ce qui m'a volé? Absolument pas. Maintenant, là, c'est à moi de prendre ma vie en main et de faire avec ce qu'il m'a fait. On va s'arrêter pour une pause et on revient avec notre invitée, Nathalie Simard. Notre invitée, Nathalie Simard, parlez-moi un peu de la période que vous avez vécue. Les gens savaient que c'était vous, on ne peut pas le dire, etc. Sur la rue, ça se passait comment, les sorties publiques que vous pouviez faire? C'est certain que quand j'ai dénoncé, ça a été très difficile. Je suis restée, je me suis vraiment isolée chez moi. La honte, la peur, les répercussions. C'est vraiment de l'inconnu. À un moment donné, j'ai commencé à sortir tranquillement. Bon, j'allais à l'école pour ma fille parce que il faut pas que
que je m'empêche de faire ce que je dois faire en ce qui concerne ma fille. Son évolution est importante, les rencontres avec les professeurs sont importantes pour moi. Donc, aller à l'école, ça me prenait vraiment tout mon courage pour sortir. Mais est-ce que vous vous sentiez davantage observé? Est-ce qu'il y a des gens qui vous en parlaient? Non, non, il y a eu beaucoup, beaucoup de respect. D'ailleurs, je voudrais profiter de ce moment-là pour remercier les gens de m'avoir soutenu dans tout ça et d'avoir respecté ce moment-là difficile de ma vie. J'ai eu beaucoup d'encouragement, je l'ai énormément apprécié, ça m'a touchée énormément. Et le fait, justement, que les gens ont été très respectueux, soit à l'épicerie où je fais mon épicerie, ça m'a aidé, ça m'a montré que, bon, c'est pas si pire que ça. Puis les gens, je sentais les gens derrière moi, c'était soit par un petit sourire ou un cassement de tête, ou ça me faisait du bien. Puis à chaque fois, je me disais, bon, ben tranquillement. Le plus difficile, c'est de reprendre sa vie. Ça, c'est... Il y a beaucoup de victimes d'agressions sexuelles, femmes principalement, qui m'ont dit, très difficile, après, surtout dans votre cas où ça a été tellement fréquent, d'établir une relation de confiance avec un homme. Que c'est bien compliqué. Vous avez eu une vie amoureuse assez en dents de scie. Très difficile. Bon, j'ai toujours été dépendante de Guy Cloutier, donc ça s'est reflété sur mes relations avec les hommes. Étiez-vous en amour avec lui à un moment donné? Oui, j'ai été en amour avec lui. Écrire des lettres? Oui. À quel âge? Vers 16, 17 ans. Ça, j'ai honte de ça. Vous avez honte de ça? Oui. Mais je le comprends aujourd'hui que... Ben parce que c'est dégueulasse, tout ce qu'il a fait sur moi. Puis vous auriez quoi à l'époque espéré qu'il tombe en amour avec vous? Ben, peut-être, oui, je pensais qu'il était amoureux de moi. Ben oui, c'est sûr. C'est la vie, c'est ma vie. Je dois vivre avec ça. Avec tout ce qu'il m'a fait, je dois vivre avec ça. Et c'est sûr que, en ce qui a trait aux relations avec les hommes, je souhaite qu'un jour, j'ai la chance de rencontrer quelqu'un de bien parce que, malgré tout ce que j'ai vécu, je crois encore à l'amour. Je crois encore qu'il y a quelqu'un qui est là pour moi. Sauf que j'ai très peur, en même temps, que plus personne ne veuille de moi. Maintenant que ma vie est publique, ben de dire sortir avec quelqu'un d'agressé, avoir une relation avec une femme qui est agressée sexuellement, le côté psychologique tordu de la personne, c'est sûr que ça fait peur. Vous avez peur que personne vous aime? Oui. C'est dur, ça. Votre chum, est-ce qu'il savait? Le Non. l'aviez-vous dit? Jamais? Non. À cause de ça? De peur de les perdre? Ou... Bien, c'est sûr. Je m'accrochais. Chaque relation qui se terminait, là, je m'accrochais après une autre, puis c'était un peu de la survie, là. C'était... Toujours besoin de quelqu'un pour... Ah, ben oui. Là, je vis seule depuis un bon moment, puis ça me fait énormément de bien. J'ai fait de grands pas, personnellement. Je suis très fière de moi, mais ça a été difficile. La peur de vivre seule dans une grande maison, ça fait peur. Il y a tellement de démarches que j'ai faites que je me suis imposée aussi. Parce que je me dis maintenant, il faut que j'aille une personne dans ma vie pour les bonnes raisons, non pas pour les mauvaises raisons. Avant, c'était mes chums qui avaient des problèmes, alors que moi, je souffrais énormément intérieurement. Et aujourd'hui, si je veux avoir une relation saine, je dois régler. Ce que je suis en train de faire actuellement, ça m'aide à foncer dans la vie. Ça m'aide à assumer qu'est-ce que j'ai vécu. Et ça me fait un énorme bien de pouvoir le communiquer aujourd'hui, de pouvoir en parler et de vivre dans ma vérité. Ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Même si c'est difficile, d'être enfin ce que je suis, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. On va s'arrêter pour une pause. Notre invitée, Nathalie Simard. Bonsoir. Soulagement pour Nathalie Simard qui dévoile enfin son lourd secret après 25 ans de silence. Un bulletin d'1 heure, extrait, analyse les impressions de Claude Charron et vos réactions. 22 heures.
Notre invitée Nathalie Simard, quelques questions pour terminer l'émission. Véronique, votre presque sœur, avez-vous déjà dit, et elle a dit la même chose de vous. Est-ce que vous lui avez parlé depuis les événements? Avez-vous tenté de lui parler? Avez-vous des contacts avec elle? Aucun contact. Et je dois dire que j'ai beaucoup de compassion, que j'ai toujours adoré Véronique et Stéphanie. Pensez-vous qu'elles sont fâchées contre vous? Je souhaite profondément que non. Ça me ferait beaucoup de peine parce qu'il ne faut pas jamais perdre de vue que qu'est-ce que Guy Cloutier a posé comme geste. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de sa faute. Et j'espère que les gens comprennent bien que Véronique et Stéphanie n'ont absolument rien à voir là-dedans. Ce ne sont pas elles. Elles sont des victimes, là, indirectement, du crime qu'il a commis. Alors, moi, j'ai eu énormément de respect pour la force que Véronique a. Surtout, Stéphanie, on l'a moins vu, mais je suis énormément avec elle et je compatise beaucoup avec elle. Si on avait à résumer votre sentiment à l'endroit de Cloutier, c'est de la haine, de la colère, de la pitié. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de votre... Comment pourriez-vous traduire votre sentiment? Tout d'abord, je dois dire que je ne base pas ma vie sur la vengeance, parce que j'en serais probablement morte aujourd'hui. Avez-vous pensé à ça, justement, le suicide? J'ai eu des pensées de mort. Souvent me dire, si je n'étais plus là, je serais bien. J'ai souhaité souvent tomber malade, me retrouver puis qu'on prenne soin de moi. J'ai souvent eu ces pensées-là, oui. Mais aller jusqu'à la tentative de suicide? Ou... Non, j'ai jamais fait ça. Vous avez l'air de quelqu'un qui a passé près, en tout cas. C'est sûr que les dernières années ont été excessivement difficiles pour moi. Mais j'ai une petite fille que... C'est ce qui vous tient accroché à la vie? Oui, ma fille, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Okay. Et la plus belle chose que j'ai eue dans ma vie, c'est ma petite fille Ève, qui fait en sorte que je suis encore là aujourd'hui. Je t'aime, mon petit bébé. C'était pas là? C'était pas là? Je sais pas. Il n'y a pas de vengeance en vous? Il faut pas. Puis là, vous allez vous battre avec votre fondation. Oui. Et je suis très fière de ça. Parce que je pense que aujourd'hui, j'ai levé le voile. Je suis très fière de l'avoir fait. Peu importe ce que certaines personnes peuvent penser, je veux que ça cesse. Je veux qu'on brise le silence. Parce que le silence, je m'adresse aux victimes en ce moment, le silence qui est là fait en sorte que ça donne une protection extraordinaire à ces délinquants, ces pédophiles qui entourent nos enfants ou qui vous entourent en ce moment. Je veux vous dire, ayez confiance en la justice. Il y a une justice. Les policiers, ce sont des gens extraordinaires. J'ai vécu de beaux moments. Aussi difficiles ont été mes moments, autant j'ai vécu de beaux cadeaux que j'ai réalisé que c'était des gens humains, que c'était des gens qui comprenaient. J'ai réalisé que je n'étais pas la seule qui vivait ça. Et ça m'a désarmée complètement. De voir autant de cas. De voir autant de cas, de constater qu'il y en a autant. Et que là, on en entend beaucoup plus parler aux nouvelles. Il faut, excusez-moi, mais se réveiller face à cet énorme problème qui existe dans notre société. On parle de gens qui sont proches des familles, qui profitent des enfants. Ils sont quand même brillants à quelque part. Là. Ils vont chercher nos enfants, là. Ça n'a pas de bon sens. On brise la vie de nos enfants. On les laisse briser la vie de nos enfants. Personne n'a demandé à venir au monde. Je regardais des images l'autre jour. Quand il y a eu l'hommage de Guy Cloutier à la disque, ouais. Vous étiez là? Non, je n'étais pas là. Non? Non. Vous l'avez regardé? Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pas grand-chose. Non, mais de voir quelqu'un qui a cette image extraordinaire de... C'est sûr que ça fait peur. Ça fait peur parce que tu te dis, bon Dieu, moi, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est intimidant, quelqu'un comme Guy Cloutier. S'il n'y avait pas eu l'enregistrement, c'était sa parole contre la vôtre. Ah, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Pourquoi vous dites que je serais peut-être pas là? Dans quel sens? Ah, il m'aurait détruit. Il m'aurait détruit. Je suis convaincue de ça. C'est vers là que je m'en allais.
ça veut dire qu'il n'y avait pas de remords. Si vous me dites que ce qui l'a fait craquer, c'est la preuve, finalement, s'il n'y a pas eu cette preuve, Non. cet enregistrement, Et c'est pour ça que je dis aux victimes, croyez en la justice. Il y a tellement de moyens. Et moi, ce que je veux faire avec ma fondation, c'est aider les victimes d'agressions sexuelles. Et c'est pas pendant un mois de temps là, que je vais faire ça. Je veux en faire ma cause personnelle. Je l'ai vécu. Je sais de quoi je parle. Et je désire informer les gens. Il faut parler aux familles. Je veux faire des conférences, aller voir les enfants dans les écoles, parler aux parents. Il faut sensibiliser les gens à cet énorme problème qui détruit nos enfants. Parce que nos enfants, ils sont détruits. Puis après, la drogue dans les écoles est accessible comme ça, l'alcool. On se demande pourquoi nos enfants ont des problèmes. Il faut être attentif à ça. On vit dans un monde là, qui nous sollicite, qui sollicite les parents d'un côté comme d'un autre. Nos enfants sont souvent en garderie. On les fait garder par des... Pensez-vous que Cloutier a fait d'autres victimes? D'après vous? Ça serait possible? Pensez-vous qu'il a touché à ses filles? J'ai aucune idée. Je peux pas dire... je peux pas affirmer quelque chose comme ça. Mais vous avez jamais entendu parler, vous n'avez jamais parlé de ou allusion à d'autres victimes? Non. Mais ça ne serait pas impossible. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Aujourd'hui, tout le monde pensait, ah, Guy Cloutier, voyons donc, ça se peut pas, c'est du chantage, c'est une menteuse, elle fait ça pour l'argent. Pas Guy Cloutier, voyons donc, il a tellement fait de belles choses dans le milieu artistique. Et oui, c'est la réalité. C'est ça. Et donc, il faut s'attendre à tout dans la vie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être très, très, très prudent. Vous allez écrire un livre. Oui. Vous allez raconter votre vie, enfin, c'est Oui. un moment difficile. Il y a beaucoup de gens, j'anime une tribune téléphonique qui ont dit, bon, c'est ça, elle veut faire de l'argent. Oui. Bon, qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je trouve ça triste que les gens pensent à ça. Je trouve ça triste que les gens oublient ma conviction profonde. C'est sûr que je vais faire de l'argent. Et puis, on doit vivre dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Moi, je le fais parce que j'ai des choses à dire. Demain matin, on m'offrira un contrat de disque. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas le goût de me retrouver sur une scène et de chanter puis de faire comme si rien s'était passé. Je suis incapable de faire ça. C'est pas ce dont j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'informer les victimes qu'il y a de l'aide qui existe. Quand on dénonce, dénoncez. Gardez pas ça dans vous, c'est destructeur. Et c'est pas donner à tout le monde la force aussi de passer au travers ça. Il faut le faire le plus tôt possible. Ayez confiance, ayez confiance. Il y a de l'aide qui existe. CAVAC, Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. N'ayez pas peur de consulter des psychologues. C'est pas parce qu'on est fou. Moi, je me suis déjà fait dire, voyons donc, va pas voir un psychologue, t'es pas folle. C'est pas parce qu'on est fou qu'on consulte un psychologue. C'est essentiel, c'est un avis extérieur. Ça nous permet de nous confier dans nos plus grandes peurs. Allez-y. Vous ne passerez pas pour des fous, des folles. C'est important, c'est essentiel. Moi, c'est ce qui m'a énormément aidé dans ma démarche. Est-ce que vous vous sentez mieux? Oui. Ça vous a fait du bien? Énormément de bien. D'en parler, d'avoir le droit de le dire? C'est Tout le monde savait que c'était vous, mais on n'avait pas le droit de le dire. Oui. Puis là, maintenant... Oui, ça fait du bien de sortir au grand jour. Et moi, ce que je veux dire aux victimes, soit qui vivent dans le silence ou ceux qui ont dénoncé, que la culpabilité, c'est normal. Il faut apprendre à vivre avec ça. Et c'est là où les psychologues sont importants. Toute l'aide qui existe autour, il y en a. Croyez-moi, il y en a. J'ai eu recours à beaucoup d'aide. On peut peut-être dire... Et oui. la honte, c'est normal d'avoir honte. N'ayez pas peur, la culpabilité, c'est normal. C'est pas normal de grandir avec ça. Je veux qu'on me comprenne bien. Mais comme moi, j'avais peur. Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce qu'on va me croire? Est-ce que je me sens coupable? La culpabilité, là, c'est pas à vous que ça appartient. Moi, j'ai supporté ce crime-là sur mes épaules pendant 25 années, alors que ça ne m'appartenait aucunement. Alors, dénoncer, moi, c'est mon message. Et j'entends porter ce message-là pendant très, très, très longtemps. Et on peut peut-être dire aux abuseurs de laisser les enfants tranquilles. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Nathalie Simard, merci beaucoup. Bonne chance dans ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites aussi pour les victimes. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. À la prochaine.